Séjour à Athènes de Chateaubriand en août 1806. Ce séjour à Athènes a été publié dans l'itinéraire de Paris à Jérusalem qui date de 1811. Quelques éléments biographiques pour commencer. Chateaubriand naît à Saint-Malo, en France bien sûr, en 1768. En 1791, il s'embarque à Saint-Malo pour l'Amérique. Il repartira des États-Unis en décembre de la même année et début janvier 1792, il débarque au Havre. Mais le 15 juillet, il émigre suite aux événements révolutionnaires avec son frère et rejoint l'armée des princes. L'année d'après, le 17 mai, il gagne Londres où il va vivre misérablement. En 1801, il publie Atala et achève également Le génie du christianisme, ouvrage qui sera publié l'année qui suit en 1802. 4 ans plus tard, en 1806, il part de Paris pour la Grèce et l'Orient par Venise et Trieste. Du 23 au 26 août, il séjournera à Athènes. Du 13 au 18 septembre, il sera à Constantinople. Du 4 au 12 octobre, en Terre Sainte. Et du 13 au 23 novembre, il séjournera à Alexandrie. En 1807, le voyage se poursuit. Il est à Tunis, du 18 janvier au 9 mars. Le 10 avril, il est à Cordoue, en Espagne, et c'est seulement le 5 juin 1807 qu'il retourne à Paris. 2 ans plus tard sont publiés Les Martyrs. En 1811, Chateaubriand est élu à l'Académie française, quelques jours avant la publication de l'itinéraire de Paris à Jérusalem. En 1815, ce sont les 100 jours, puis le retour des Bourbons, et le 9 juillet, Chateaubriand est nommé ministre d'État. Au mois d'août, il est d'ailleurs nommé pair de France. En 1822, il est nommé ministre des Affaires étrangères. Je saute très rapidement les années pour arriver en 1844, lorsqu'est édité La vie de Rancé. Enfin, Chateaubriand meurt en 1848, le 4 juillet. Et c'est à partir du 21 octobre que sont édités les Mémoires d'Outre-Tombe en feuilleton dans La Presse. La publication se poursuivra jusqu'au 3 juillet 1850. Voici donc le récit du séjour de Chateaubriand à Athènes en 1806. On ne s'attend sans doute pas que je donne ici une description complète d'Athènes. Si l'on veut connaître l'histoire de cette ville, depuis les Romains jusqu'à nous, on peut recourir à l'introduction de cet itinéraire. Si ce sont les monuments d'Athènes anciennes qu'on désire connaître, la traduction de Pausanias, toute défectueuse qu'elle est, suffit parfaitement à la foule des lecteurs. Et le voyage du jeune Anacharsis ne laisse presque rien à désirer. Quant aux ruines de cette fameuse cité, les lettres de la collection de Martin Crucius, le père Babin, la Guillettière même, malgré ses mensonges, Pocock, Spon, Wheeler, Chandler, surtout, et M. Fauvel, les ont si parfaitement connaître que je ne pourrais que les répéter. Sont-ce les plans, les cartes, les vues d'Athènes et de ces monuments que l'on cherche? On les trouvera partout. Il suffit de rappeler les travaux du marquis de Nointel
de Leroy, de Stuart, de Passe. M. de Choiseul, complétant l'ouvrage que tant de malheurs ont interrompu, achèvera de mettre sous nos yeux Athènes tout entière. La partie des mœurs et du gouvernement des Athéniens modernes est généralement bien traitée dans les auteurs que je viens de citer. Et comme les usages ne changent pas en Orient ainsi qu'en France, tout ce que Chandler et Guis ont dit des Grecs modernes est encore aujourd'hui de la plus exacte vérité. Sans faire de l'érudition aux dépens de mes prédécesseurs, je rendrai compte de mes courses et de mes sentiments à Athènes, jour par jour et heure par heure, selon le plan que j'ai suivi jusqu'ici. Encore une fois, cet itinéraire doit être regardé beaucoup moins comme un voyage que comme les mémoires d'une année de ma vie. Je descendis dans la cour de M. Fauvel, que j'eus le bonheur de trouver chez lui. Je lui remis aussitôt des lettres de M. de Choiseul et de M. de Talleyrand. M. Fauvel connaissait mon nom. Je ne pouvais pas lui dire « Son pittor anch'io ». Mais au moins j'étais un amateur plein de zèle, sinon de talent. J'avais une si bonne volonté d'étudier l'antique et de bien faire, j'étais venu de si loin crayonner de méchants dessins que le maître vit en moi un écolier docile. Ce fut d'abord entre nous un fracas de questions sur Paris et sur Athènes auxquelles nous nous empressions de répondre. Mais bientôt Paris fut oublié et Athènes prit totalement le dessus. M. Fauvel, échauffé dans son amour pour les arts par un disciple, était aussi empressé de me montrer Athènes que j'étais empressé de la voir. Il me conseilla cependant de laisser passer la grande chaleur du jour. Rien ne sentait le consul chez mon hôte, mais tout y annonçait l'artiste et l'antiquaire. Quel plaisir pour moi d'être logé à Athènes dans une chambre pleine des plâtres moulés du Parthénon. Tout autour des murs étaient suspendus des vues du temple de Thésée, des plans des Propylées, des cartes de l'Attique et de la plaine de Marathon. Il y avait des marbres sur une table, des médailles sur une autre, avec de petites têtes et des vases en terre cuite. On balaya, à mon grand regret, une vénérable poussière. On tendit un lit de sangle au milieu de toutes ces merveilles. Et comme un conscrit arrivé de l'armée, la veille d'une affaire, je campais sur le champ de bataille. La maison de M. Fauvel a, comme la plupart des maisons d'Athènes, une cour sur le devant et un petit jardin sur le derrière. Je courais à toutes les fenêtres pour découvrir au moins quelque chose dans les rues. Mais c'était inutilement. On apercevait pourtant, entre les toits des maisons voisines, un petit coin de la citadelle. Je me tenais collé à la fenêtre qui donnait de ce côté, comme un écolier dont l'heure de récréation n'est pas encore arrivée. Le janissaire de M. Fauvel s'était emparé de mon janissaire et de Joseph, de sorte que je n'avais plus à m'occuper d'eux. À 2 heures, on servit le dîner qui consistait en des ragoûts de mouton et de poulet, moitié à la française, moitié à la turque. Le vin, rouge et fort comme nos vins du Rhône, était d'une bonne qualité. Mais il me parut si amer qu'il me fut impossible de le boire. Dans presque tous les cantons de la Grèce, on fait plus ou moins infuser des pommes de pin au fond des cuvées. Cela donne au vin cette saveur amère et aromatique à laquelle on a quelque peine à s'habituer. Si cette coutume remonte à l'Antiquité, comme je le présume, elle expliquerait pourquoi la pomme de pin était consacrée à Bacchus. On apporta du miel du mont Hymette. Je lui trouvai un goût de drogue qui me déplut. Le miel de Chamouni me semble de beaucoup préférable. J'ai mangé depuis, à Kirkagash, près de Pergame, dans l'Anatolie, un miel plus agréable encore. Il est blanc comme le coton sur lequel les abeilles le recueillent, et il a la fermeté, la consistance de la pâture de guimauve. Mon hôte riait de la grimace que je faisais au vin et au miel de l'Attique. Il s'y était attendu. Comme il fallait bien que je fusse dédommagé par quelque chose, il me fit remarquer l'habillement de la femme qui nous servait. C'était absolument la draperie des anciennes grecques, surtout dans les plis horizontaux et onduleux qui se formaient au-dessous du sein, et venaient se rejoindre aux plis perpendiculaires qui marquaient le bord de la tunique.
Le tissu grossier dont cette femme était vêtue contribuait encore à la ressemblance, car, en juger par la statuaire, les étoffes chez les anciens étaient plus épaisses que les nôtres. Il serait impossible, avec les mousselines et les soies des femmes modernes, de former les mouvements larges des draperies antiques. La gaze de Chéos et les autres voiles que les satiriques appelaient des nuages n'étaient jamais imités par le ciseau. Pendant notre dîner, nous reçûmes les compliments de ce qu'on appelle dans le Levant la nation. Cette nation se compose des négociants français ou dépendants de la France qui habitent les différentes échelles. Il n'y a à Athènes qu'une ou deux maisons de cette espèce. Elles font le commerce des huiles. M. Roch me fit l'honneur de me rendre visite. Il avait une famille et il m'invita à l'aller voir avec M. Faudel. Puis il se mit à parler de la société d'Athènes. Un étranger, fixé depuis quelque temps à Athènes, paraissait avoir senti ou inspiré une passion qui faisait parler la ville. Il y avait des commérages vers la maison de Socrate, et l'on tenait des propos du côté des jardins de Phocion. L'archevêque d'Athènes n'était pas encore revenu de Constantinople. On ne savait pas si on obtiendrait justice du paché de Négropon, qui menaçait de lever une contribution à Athènes. Pour se mettre à l'abri d'un coup de main, on avait réparé le mur de clôture. Cependant, on pouvait tout espérer du chef des eunuques noirs, propriétaire d'Athènes, qui, certainement, avait auprès de sa hautesse plus de crédit que le pacha. Ô Solon, ô Thémistocle, le chef des eunuques noirs propriétaires d'Athènes, et toutes les autres villes de la Grèce enviant cet insigne bonheur aux Athéniens. Au reste, M. Fauvel avait bien fait de renvoyer le religieux italien qui demeurait dans la lanterne de Démosthène, un des plus jolis monuments d'Athènes, et d'appeler à sa place un capucin français. Celui-ci avait de bonnes mœurs, était affable, intelligent, et recevait très bien les étrangers qui, selon la coutume, allaient descendre au couvent français. Tels étaient les propos et l'objet des conversations à Athènes. On voit que le monde y allait son train, et qu'un voyageur qui sait bien monter la tête doit être un peu confondu quand il trouve, en arrivant dans la rue des Trépieds, les tracasseries de son village. 2 voyageurs anglais venaient de quitter Athènes lorsque j'y arrivai. Il y restait encore un peintre russe qui vivait fort solitaire. Athènes est très fréquentée des amateurs de l'Antiquité, parce qu'elle est sur le chemin de Constantinople et qu'on y arrive facilement par la mer. Vers les 4 heures du soir, la grande chaleur était passée. M. Fauvel fit appeler son janissaire et le mien, et nous sortîmes précédés de nos gardes. Le cœur me battait de joie, et j'étais honteux de me trouver si jeune. Mon guide me fit remarquer, presque à sa porte, les restes d'un temple antique. De là, nous tournâmes à droite, et nous marchâmes par de petites rues fort peuplées. Nous passâmes au bazar, frais et bien approvisionné en viande, en gibier, en herbes et en fruits. Tout le monde saluait M. Fauvel, et chacun voulait savoir qui j'étais. Mais personne ne pouvait prononcer mon nom. C'était comme dans l'ancienne Athènes. Athenienses autem omnes, dit saint Luc, ad nil aliut vacabant, nisi aut digere, aut audire aliquid noi. Quant aux Turcs, ils disaient Françous, Effendi, et ils fumaient leurs pipes. C'était ce qu'ils avaient de mieux à faire. Les Grecs, en nous voyant passer, levaient leurs bras par-dessus leur tête, et criaient Kalos il tete archondes, bate kala eis palaio atidam. Bienvenue, messieurs, bon voyage aux ruines d'Athènes. Et ils avaient l'air aussi fiers que s'ils nous avaient dit vous allez chez Phidias ou chez Tinus. Je n'avais pas assez de mes yeux pour regarder. Je croyais voir des antiquités partout. M. Fauvel me faisait remarquer, ça et là, des morceaux de sculpture qui servaient de bornes, de murs ou de pavés.
Il me disait combien ces fragments avaient de pieds, de pouces et de lignes, à quel genre d'édifice ils appartenaient, ce qu'il en fallait présumer, d'après Pausanias, quelles opinions avait eu à ce sujet l'abbé Barthélemy, Spon, Wheeler, Chandler, en quoi ces opinions lui semblaient, à lui, M. Fauvel, justes ou mal fondées. Nous nous arrêtions à chaque pas. Des janissaires et des enfants du peuple qui marchaient devant nous s'arrêtaient partout où ils voyaient une moulure, une corniche, un chapiteau. Ils cherchaient à lire dans les yeux de M. Fauvel si cela était bon. Quand le consul secouait la tête, il secouait la tête et allait se placer 4 pas plus loin devant un autre débris. Nous fûmes conduits ainsi hors du centre de la ville moderne et nous arrivâmes à la partie de l'ouest que M. Fauvel voulait d'abord me faire visiter, afin de procéder par ordre dans nos recherches. En sortant du milieu de l'Athènes moderne et marchant droit au couchant, les maisons commencent à s'écarter les unes des autres. Ensuite viennent de grands espaces vides, les uns compris dans le mur de clôture, les autres au dehors de ce mur. C'est dans ces espaces abandonnés que l'on trouve le temple de Thésée, le Pnyx et l'Aréopage. Je n'écrirai point le premier qui est décrit partout et qui semble assez au Parthénon. Je le comprendrai dans les réflexions générales que je me permettrai de faire bientôt au sujet de l'architecture des Grecs. Ce temple est, au reste, le monument le mieux conservé d'Athènes. Après avoir longtemps été une église sous l'invocation de Saint Georges, il sert aujourd'hui de magasin. L'Aréopage était placé sur une éminence à l'occident de la citadelle. On comprend à peine comment on a pu construire sur le rocher, où l'on voit des ruines, un monument de quelque étendue. Une petite vallée appelée, dans l'ancienne Athènes, Coélé, le creux, sépare la colline de l'Aréopage de la colline du Pnyx et de la colline de la citadelle. On montrait dans le Coélé les tombeaux des 2 Simons, de Thucydide et d'Hérodote. Le Pnyx, où les Athéniens tenaient d'abord leurs assemblées publiques, est une esplanade pratiquée sur une roche escarpée au revers du Lycabétus. Un mur composé de pierres énormes soutient cette esplanade du côté du nord. Au midi, s'élève une tribune creusée dans le roc même, et l'on y monte par 4 degrés également taillés dans la pierre. Je remarque ici, parce que les anciens voyageurs n'ont pas bien connu la forme du Pnyx. Lord Elgin a fait depuis peu d'années désencombrer cette colline, et c'est à lui qu'on doit la découverte des degrés. Comme on n'est pas là tout à fait à la cime du rocher, on aperçoit la mer qu'en montant au-dessus de la tribune. On ôtait ainsi au peuple la vue du Pirée, afin que des orateurs factieux ne le jetassent pas dans des entreprises téméraires à l'aspect de sa puissance et de ses vaisseaux. Les Athéniens étaient rangés sur l'esplanade entre le mur circulaire que j'ai indiqué au nord et la tribune du midi. C'était donc à cette tribune que Périclès, Alcibiade et Démosthène firent entendre leur voix, que Socrate et Phocion parlèrent au peuple le plus léger et le plus spirituel de la terre. C'était donc là que se sont commises tant d'injustices, que tant de décrets iniques ou cruels ont été prononcés. Ce fut peut-être ce lieu qui vit bannir Aristide, triompher Mélitus, condamner à mort la population entière d'une ville, vouer un peuple entier à l'esclavage. Mais aussi ce fut là que de grands citoyens firent éclater leur généreux accent contre les tyrans de leur patrie. Que la justice triompha, que la vérité fut écoutée. Il y a un peuple, disaient les députés de Corinthe aux Spartiates, un peuple qui ne respire que les nouveautés. Prompt à concevoir, prompt à exécuter, son audace passe sa force. Dans les périls où souvent il se jette sans réflexion, il ne perd jamais l'espérance. Naturellement, inquiet, il cherche à s'agrandir au dehors. Vainqueur, il s'avance et suit sa victoire. Vaincu, il n'est point découragé. Pour les Athéniens, la vie n'est pas une propriété qui leur appartienne, tant ils la sacrifient aisément à leur pays.
Ils croient qu'on les a privés d'un bien légitime toutes les fois qu'ils n'obtiennent pas l'objet de leur désir. Ils remplacent un dessein trompé par une nouvelle espérance. Leurs projets à peine conçus sont déjà exécutés. Censés s'occuper de l'avenir, le présent leur échappe. Peuple qui ne connaît point le repos et ne le peut souffrir dans les autres. Et ce peuple, qu'est-il devenu? Où le trouverai-je? Moi, qui traduisais ce passage au milieu des ruines d'Athènes, je voyais les minarets des musulmans et j'entendais parler des chrétiens. C'est à Jérusalem que j'allais chercher la réponse à cette question, et je connaissais déjà d'avance les paroles de l'oracle « Dominus mortificat et vivicat, deducit ad inferos et reducit ». Le jour n'était pas encore à sa fin. Nous passâmes du Pnyx à la colline du musée. On sait que cette colline est couronnée par le monument de Philopappus, monument d'un mauvais goût. Mais c'est le mort et non le tombeau qui mérite ici l'attention du voyageur. Cet obscur Philopappus, dont le sépulcre se voit de si loin, vivait sous Trajan. Pausanias ne daigne pas le nommer et l'appelle un Syrien. On voit dans l'inscription de sa statue qu'il était de Béza, bourgade de l'Attique. Eh bien, ce Philopappus s'appelait Antiochus Philopappus. C'était le légitime héritier de la couronne de Syrie. Pompée avait transporté à Athènes les descendants du roi Antiochus, et ils étaient devenus de simples citoyens. Je ne sais si les Athéniens, comblés des bienfaits d'Antiochus, compatirent aux maux de sa famille détrônée. Mais il paraît que ce Philopappus fut au moins consul désigné. La fortune, en le faisant citoyen d'Athènes et consul de Rome, à une époque où ces deux titres n'étaient plus rien, semblait vouloir se jouer encore de ce monarque déshérité, le consoler d'un songe par un songe, et montrer, sur une seule tête, qu'elle se rit également de la majesté des peuples et de celle des rois. Le monument de Philopappus nous servit comme d'observatoire pour contempler d'autres vanités. M. Fauvel m'indiqua les divers endroits par où passaient les murs de l'ancienne ville. Il me fit voir les ruines du théâtre de Bacchus au pied de la citadelle, le lit desséché de l'Ilissus, la mer sans vaisseau et les ports déserts de Phalère, de Munichie et du Pirée. Nous rentrâmes ensuite dans Athènes. Il était nuit. Le consul envoya prévenir le commandant de la citadelle que nous y monterions le lendemain avant le lever du soleil. Je souhaitai le bonsoir à mon hôte et je me retirai à mon appartement. Accablé de fatigue, il y avait déjà quelque temps que je dormais d'un profond sommeil quand je fus réveillé tout à coup par le tambourin et la musette turque dont les sons discordants pardaient des combles des propylées. En même temps, un prêtre turc se mit à chanter en arabe l'heure passée à des chrétiens de la ville de Minerve. Je ne saurais peindre ce que j'éprouvais. Cet imam n'avait pas besoin de me marquer ainsi la fuite des années. Sa voix seule, dans ces lieux, annonçait assez que les siècles s'étaient écoulés. Cette mobilité des choses humaines est d'autant plus frappante qu'elle contraste avec l'immobilité du reste de la nature. Comme pour insulter à l'instabilité des sociétés humaines, les animaux même n'éprouvent ni bouleversement dans leur empire, ni altération dans leurs mœurs. J'avais vu, lorsque nous étions sur la colline du musée, des cigognes se former en bataillons et prendre leur vol vers l'Afrique. Depuis 2000 ans, elles font ainsi le même voyage. Elles sont restées libres et heureuses dans la ville de Solon comme dans la ville du chef des eunuques noirs. Du haut de leur nid, que les révolutions ne peuvent atteindre, elles ont vu au-dessous d'elles changer la race des mortels. Tandis que des générations impies se sont élevées sur les tombeaux des générations religieuses, la jeune cigogne a toujours nourri son vieux père. Si je m'arrête à ces réflexions, c'est que la cigogne est aimée des voyageurs. Comme eux, elle connaît les saisons dans le ciel.
Ces oiseaux furent souvent les compagnons de mes courses dans les solitudes de l'Amérique. Je les vis souvent perchés sur les wigwams du sauvage. En les retrouvant dans une autre espèce de désert, sur les ruines du Parthénon, je n'ai pu m'empêcher de parler un peu de mes anciens amis. Le lendemain 24, à 4h30 du matin, nous montâmes à la citadelle. Son sommet est environné de murs, moitié antiques, moitié modernes. D'autres murs circulaient autrefois autour de sa base. Dans l'espace que renferment ces murs se trouvent d'abord les restes des propylées et les débris du temple de la Victoire. Derrière les propylées, à gauche, vers la ville, on voit ensuite le Pandroséum et le double temple de Neptune Érectée et de Minerve Polias. Enfin, sur le point le plus éminent de l'acropolis, s'élève le temple de Minerve. Le reste de l'espace est obstrué par les décombres des bâtiments anciens et nouveaux et par les tentes, les armes et les baraques des Turcs. Le rocher de la citadelle peut avoir à son sommet 800 pieds de long sur 400 de large. Sa forme est à peu près celle d'un ovale dont l'ellipse irait en se rétrécissant du côté du mont Hymet. On dirait un piédestal taillé tout exprès pour porter les magnifiques édifices qui le couronnaient. Je n'entrerai point dans la description particulière de chaque monument, je renvoie le lecteur aux ouvrages que j'ai si souvent cités. Et, sans répéter ici ce que chacun peut trouver ailleurs, je me contenterai de quelques réflexions générales. La première chose qui vous frappe dans les monuments d'Athènes, c'est la belle couleur de ces monuments. Dans nos climats, sous une atmosphère chargée de fumée et de pluie, la pierre du blanc le plus pur devient bientôt noire ou verdâtre. Le ciel clair et le soleil brillant de la Grèce répandent seulement sur le marbre de Paros et du Pentélique une teinte dorée semblable à celle des épis mûrs ou des feuilles en automne. La justesse, l'harmonie et la simplicité des proportions attirent ensuite votre admiration. On ne voit point ordre sur ordre, colonne sur colonne, dôme sur dôme. Le temple de Minerve, par exemple, est, ou plutôt était, un simple parallélogramme allongé, orné d'un péristyle, d'un pronaos ou portique, et élevé sur 3 marches ou degrés qui régnaient tout autour. Ce pronaos occupait à peu près le tiers de la longueur totale de l'édifice. L'intérieur du temple se divisait en 2 nefs séparées par un mur, et qui ne recevaient le jour que par la porte. Dans l'une, on voyait la statue de Minerve, ouvrage de Phidias. Dans l'autre, on gardait le trésor des Athéniens. Les colonnes du péristyle et du portique reposaient immédiatement sur les degrés du temple. Elles étaient sans base, cannelées et d'ordre dorique. Elles avaient 42 pieds de hauteur et 17,5 de tour près du sol. L'entrecolonnement était de 7 pieds 4 pouces, et le monument avait 218 pieds de long et 98,5 de large. Les triglyphes de l'ordre dorique marquaient la frise du péristyle. Des métopes, ou petits tableaux de marbre à coulisses, séparaient entre eux les triglyphes. Phidias ou ses élèves avaient sculpté sur ces métopes le combat des centaures et des lapites. Le haut du plein mur du temple, ou la frise de la cella, était décoré d'un autre bas-relief représentant peut-être la fête des Panathénées. Des morceaux de sculpture excellents, mais du siècle d'Adrien, époque du renouvellement de l'art, occupaient les 2 frontons du temple. Les offrandes votives, ainsi que les boucliers enlevés à l'ennemi dans le cours de la guerre médique, étaient suspendus en dehors de l'édifice. On voit encore la marque circulaire que les derniers ont imprimée sur l'architrave du fronton qui regarde le mont Hymet. C'est ce qui fait présumer à M. Fauvel que l'entrée du temple pouvait bien être tournée de ce côté contre l'opinion générale qui place cette entrée à l'extrémité opposée. Entre ces boucliers, on avait mis des inscriptions. Elles étaient vraisemblablement écrites en lettres de bronze, à en juger par les marques des clous qui attachaient ces lettres.
M. Fauvel pensait que ces clous avaient servi peut-être à retenir des guirlandes. Mais je l'ai ramené à mon sentiment, en lui faisant remarquer la disposition régulière des trous. De pareilles marques ont suffi pour rétablir et lire l'inscription de la maison carrée à Nîmes. Je suis convaincu que, si les Turcs le permettaient, on pourrait aussi parvenir à déchiffrer les inscriptions du Parthénon. Tel était ce temple qui a passé à juste titre pour le chef-d'œuvre de l'architecture chez les anciens et chez les modernes. L'harmonie et la force de toutes ces parties se font encore remarquer dans ces ruines, car on en aurait une très fausse idée si l'on se représentait seulement un édifice agréable, mais petit et chargé de ciselures et de festons à d'autres manières. Il y a toujours quelque chose de grêle dans notre architecture quand nous visons à l'élégance, ou de pesant quand nous prétendons à la majesté. Voyez comme tout est calculé au Parthénon. L'ordre est dorique, et le peu de hauteur de la colonne dans cet ordre vous donne à l'instant l'idée de la durée et de la solidité. Mais cette colonne, qui de plus est sans base, deviendrait trop lourde. Ectinus a recours à son art. Il fait la colonne cannelée et l'élève sur des degrés. Par ce moyen, il introduit presque la légèreté du Corinthien dans la gravité dorique. Pour tout ornement, vous avez 2 frontons et 2 frises sculptées. La frise du péristyle se compose de petits tableaux de marbre régulièrement divisés par un triglyphe. À la vérité, chacun de ces tableaux est un chef-d'œuvre. Et la frise de la Kella règne comme un bandeau au haut d'un mur plein et uni. Voilà tout, absolument tout. Qu'il y a loin de cette sage économie d'ornement, de cet heureux mélange de simplicité, de force et de grâce, à notre profusion de découpures en carrés, en longs, en ronds, en losanges, à nos colonnes fluettes, guindées sur d'énormes bases, ou à nos porches ignobles écrasés que nous appelons des portiques. Il ne faut pas se dissimuler que l'architecture considérée comme art est, dans son principe, éminemment religieuse. Elle fut inventée pour le culte de la divinité. Les Grecs, qui avaient une multitude de dieux, ont été conduits à différents genres d'édifices selon les idées qu'ils attachaient aux différents pouvoirs de ces dieux. Vitruve même consacre 2 chapitres à ce beau sujet et enseigne comment on doit construire les temples et les autels de Minerve, d'Hercule, de Cérès, etc. Nous, qui n'adorons qu'un seul maître de la nature, nous n'avons aussi, à proprement parler, qu'une seule architecture naturelle, l'architecture gothique. On sent tout de suite que ce genre est à nous, qu'il est original, et né, pour ainsi dire, avec nos autels. En fait d'architecture grecque, nous ne sommes que des imitateurs plus ou moins ingénieux, imitateurs d'un travail dont nous dénaturons le principe en transportant dans la demeure des hommes les ornements qui n'étaient bien que dans la maison des dieux. Après leur harmonie générale, leur rapport avec les lieux et les sites, et surtout leur convenance avec les usages auxquels ils étaient destinés, ce qu'il faut admirer dans les édifices de la Grèce, c'est le fini de toutes les parties. L'objet, qui n'est pas fait pour être vu, y est travaillé avec autant de soin que les compositions extérieures. La jointure des blocs qui forment les colonnes du temple de Minerve est telle qu'il faut la plus grande attention pour la découvrir et qu'elle n'a pas l'épaisseur du fil le plus délié. Afin d'atteindre à cette rare perfection, on amenait d'abord le marbre à sa plus juste coupe avec le ciseau. Ensuite, on faisait rouler les 2 pièces l'une sur l'autre en jetant au centre du frottement du sable et de l'eau. Les assises, au moyen de ce procédé, arrivaient à un aplomb incroyable. Cet aplomb, dans les tronçons des colonnes, était déterminé par un pivot carré de bois d'olivier. J'ai vu un de ces pivots entre les mains de M. Fauvel.
Les rosaces, les plinthes, les moulures, les astragales, tous les détails de l'édifice offrent la même perfection. Les lignes du chapiteau et de la cannelure des colonnes du Parthénon sont si déliées qu'on serait tenté de croire que la colonne entière a passé autour. Les découpures en ivoire ne seraient pas plus délicates que les ornements ioniques du temple d'Érectée. Les cariatides du Pandroséum sont des modèles. Enfin, si, après avoir vu les monuments de Rome, ceux de la France m'ont paru grossiers. Les monuments de Rome me semblent barbares à leur tour depuis que j'ai vu ceux de la Grèce. Je n'en accepte point le Panthéon avec son fronton démesuré. La comparaison peut se faire aisément à Athènes, où l'architecture grecque est souvent placée tout auprès de l'architecture romaine. J'étais au surplus tombé dans l'erreur commune touchant les monuments des Grecs. Je les croyais parfaits dans leur ensemble, mais je pensais qu'ils manquaient de grandeur. J'ai fait voir que le génie des architectes a donné en grandeur proportionnelle à ces monuments ce qui peut leur manquer en étendue. Et d'ailleurs, Athènes est remplie d'ouvrages prodigieux. Les Athéniens, peuple si peu riche, si peu nombreux, ont remué des masses gigantesques. Les pierres du Pnyx sont de véritables quartiers de rochers. Les propylées formaient un immense travail, et les dalles de marbre qui les couvraient étaient d'une dimension telle qu'on n'en avait jamais vu de semblable. La hauteur des colonnes du temple de Jupiter olympien passe peut-être 60 pieds. Et le temple entier avait un demi-mille de tours. Les murs d'Athènes, en y comprenant ceux des 3 ports et les longues murailles, s'étendaient sur un espace de près de 9 lieues. Les murailles, qui réunissent la ville au Pirée, étaient assez larges pour que 2 chars y puissent courir de front et, de 50 en 50 pas, elles étaient flanquées de tours carrées. Les Romains n'ont jamais élevé de fortifications plus considérables. Par quelle fatalité ces chefs-d'œuvre de l'Antiquité, que les modernes font admirer si loin et avec tant de fatigue, doivent-ils en partie leur destruction aux modernes? Le Parthénon subsista dans son entier jusqu'en 1687. Les chrétiens le convertirent d'abord en église, et les Turcs, par jalousie des chrétiens, le changèrent à leur tour en mosquée. Il faut que des Vénitiens viennent au milieu des Lumières du XVIIe siècle canonner les monuments de Périclès. Ils tirent à boulet rouge sur les propylées et le temple de Minerve. Une bombe tombe sur ce dernier édifice, enfonce la voûte, met le feu à des barils de poudre et fait sauter en partie un édifice qui honorait moins les faux dieux des Grecs que le génie de l'homme. La ville étant prise, Marosini, dans le dessein d'embellir Venise des débris d'Athènes, veut descendre les statues du fronton du Parthénon et les brise. Un autre moderne vient d'achever, par amour des arts, la destruction que les Vénitiens avaient commencée. J'ai souvent eu l'occasion de parler de Lord Elgin dans cet itinéraire. On lui doit, comme j'ai dit, la connaissance plus parfaite du Pnyx et du tombeau d'Agamemnon. Il entretient encore en Grèce un Italien chargé de diriger des fouilles et qui découvrit, comme j'étais à Athènes, des antiques que je n'ai point vues. Mais Lord Elgin a perdu le mérite de ses louables entreprises en ravageant le Parthénon. Il a voulu faire enlever les bas-reliefs de la frise. Pour y parvenir, des ouvriers turcs ont d'abord brisé l'architrave et jeté à bas des chapiteaux. Ensuite, au lieu de faire sortir les métopes par leurs coulisses, les barbares ont trouvé plus court de rompre la corniche. Au temple d'Érectée, on a pris la colonne angulaire, de sorte qu'il faut soutenir aujourd'hui, avec une pile de pierres, l'entablement entier qui menace ruine. Les Anglais qui ont visité Athènes depuis le passage de Lord Elgin ont eux-mêmes déploré ces funestes effets d'un amour des arts peu réfléchi. On prétend que Lord Elgin a dit pour excuse qu'il n'avait fait que nous imiter. Il est vrai que les Français ont enlevé à l'Italie ses statues et ses tableaux, mais ils n'ont point mutilé les temples pour en arracher les bas-reliefs. Ils ont seulement suivi l'exemple des Romains qui dépouillèrent la Grèce des chefs-d'œuvre de la peinture et de la statuaire.
Les monuments d'Athènes arrachés aux lieux pour lesquels ils étaient faits perdront non seulement une partie de leur beauté relative, mais ils diminueront matériellement de beauté. Ce n'est que la lumière qui fait ressortir la délicatesse de certaines lignes et de certaines couleurs. Or cette lumière, venant à manquer sous le soleil de l'Angleterre, ces lignes et ces couleurs disparaîtront ou resteront cachées. Au reste, j'avouerai que l'intérêt de la France, la gloire de notre patrie, et mille autres raisons pouvaient demander la transplantation des monuments conquis par nos armes. Mais les beaux-arts eux-mêmes, comme étant du parti des vaincus et au nombre des captifs, ont peut-être le droit de s'en affliger. Nous employâmes la matinée entière à visiter la citadelle. Les Turcs avaient autrefois collé le minaret d'une mosquée au portique du Parthénon. Nous montâmes par l'escalier à moitié détruit de ce minaret. Nous nous assîmes sur une partie brisée de la frise du temple et nous promenâmes nos regards autour de nous. Nous avions le mont Hymet à l'est, le Pentélique au nord, le Parne au nord-ouest, les monts Icare, Cordialus ou Égalé à l'ouest, et par-dessus le premier on apercevait la cime du Cithéron. Au sud-ouest et au midi, on voyait la mer, le Pirée, les côtes de Salamine, d'Égine, d'Épidore et la citadelle de Corinthe. Au-dessous de nous, dans le bassin dont je viens de décrire la circonférence, on distinguait les collines et la plupart des monuments d'Athènes. Au sud-ouest, la colline du musée, avec le tombeau de Philopappus, à l'ouest, les rochers de l'Aréopage du Pnyx et du Lycabettus. Au nord, le petit mont d'Anchesme, et à l'est, les hauteurs qui dominent le stade. Au pied même de la citadelle, on voyait les débris du théâtre de Bacchus et d'Hérode Atticus. À la gauche de ces débris venaient les grandes colonnes isolées du temple de Jupiter olympien. Plus loin encore, en tirant vers le nord-est, on apercevait l'enceinte du lycée, le cours de l'Ilissus, le stade et un temple de Diane ou de Cérès. Dans la partie de l'ouest et du nord-ouest, vers le grand bois d'Olivier, M. Fauvel me montrait la place du céramique extérieur, de l'académie et de son chemin bordé de tombeaux. Enfin, dans la vallée formée par l'Anchesme et la citadelle, on découvrait la ville moderne. Il faut maintenant se figurer tout cet espace, tantôt nu et couvert d'une bruyère jaune, tantôt coupé par des bouquets d'oliviers, par des carrés d'orge, par des sillons de vigne. Il faut se représenter des fûts de colonnes et des bouts de ruines anciennes et modernes sortant du milieu de ces cultures. Des murs blanchis et des clôtures de jardins traversant les champs. Il faut répandre dans la campagne des Albanaises qui tirent de l'eau ou qui lavent à des puits les robes des Turcs. Des paysans qui vont et viennent, conduisant des ânes ou portant sur leur dos des provisions à la ville. Il faut supposer toutes ces montagnes, dont les noms sont si beaux, toutes ces ruines si célèbres, toutes ces îles, toutes ces mers non moins fameuses, éclairées d'une lumière éclatante. J'ai vu, du haut de l'Acropolis, le soleil se lever entre les deux cimes du mont Hymet. Les corneilles qui nichent autour de la citadelle, mais qui ne franchissent jamais son sommet, planaient au-dessous de nous. Leurs ailes noires et lustrées étaient glacées de rose par les premiers reflets du jour. Des colonnes de fumée bleue et légère montaient dans l'ombre le long des flancs de l'Hymet et annonçaient les parcs ou les chalets des abeilles. Athènes, l'Acropolis et les débris du Parthénon se coloraient des plus belles teintes de la fleur du pêcher. Les sculptures de Phidias, frappées horizontalement d'un rayon d'or, s'animaient et semblaient se mouvoir sur le marbre par la mobilité des ombres du relief. Au loin, la mer et le Pirée étaient tout blancs de lumière, et la citadelle de Corinthe, renvoyant l'éclat du jour nouveau, brillait sur l'horizon du couchant comme un rocher de pourpre et de feu. Du lieu où nous étions placés, nous aurions pu voir,
dans les beaux jours d'Athènes, les flottes sortirent du Pérée pour combattre l'ennemi ou pour se rendre aux fêtes de Délos. Nous aurions pu entendre éclater au théâtre de Bacchus les douleurs d'Édipe, de Philoctète et des Cubes. Nous aurions pu ouïr les applaudissements des citoyens au discours de Démosthène. Mais hélas, aucun son ne frappait notre oreille. À peine quelques cris, échappés à une populace esclave, sortaient par intervalles de ces murs qui retentirent si longtemps de la voix d'un peuple libre. Je me disais, pour me consoler, ce qu'il faut se dire sans cesse. Tout passe, tout finit dans ce monde. Où sont allés les génies divins qui élevèrent le temple sur les débris duquel j'étais assis? Ce soleil qui peut-être éclairait les derniers soupirs de la pauvre fille de Mégare avait vu mourir la brillante Aspasie. Le tableau de l'Attique, ce spectacle que je contemplais, avait été contemplé par des yeux fermés depuis 2000 ans. Je passerai à mon tour. D'autres hommes, aussi fugitifs que moi, viendront faire les mêmes réflexions sur les mêmes ruines. Notre vie et notre cœur sont entre les mains de Dieu. Laissons-le donc disposer de l'une comme de l'autre. Je pris, en descendant de la citadelle, un morceau de marbre du Parthénon. J'avais aussi recueilli un fragment de la pierre du tombeau d'Agamemnon. Et depuis, j'ai toujours dérobé quelque chose aux monuments sur lesquels j'ai passé. Ce ne sont pas d'aussi beaux souvenirs de mes voyages que ceux qu'ont emportés Monsieur de Choiseul et Lord Elgin, mais ils me suffisent. Je conserve aussi soigneusement de petites marques d'amitié que j'ai reçues de mes hôtes, entre autres un étui d'os que me donna le père Munoz à Jaffa. Quand je revois ces bagatelles, je me retrace sur le champ mes courses et mes aventures. Je me dis, j'étais là, telle chose m'advint. Ulysse retourna chez lui avec de grands coffres pleins des riches dons que lui avaient faits les Phéaciens. Je suis rentré dans mes foyers avec une douzaine de pierres de Sparte, d'Athènes, d'Argos, de Corinthe. 3 ou 4 petites têtes en terre cuite que je tiens de M. Fauvel, des chapelets, une bouteille d'eau du Jourdain, une autre de la mer Morte, quelques roseaux du Nil, un marbre de Carthage et un plâtre moulé de l'Alhambra. J'ai dépensé 50 000 francs sur ma route et laissé en présent mon linge et mes armes. Pour peu que mon voyage se fût prolongé, je serais revenu à pied avec un bâton blanc. Malheureusement, je n'aurais pas trouvé en arrivant un bon frère qui m'eût dit, comme le vieillard des 1001 nuits, « Mon frère, voilà 1000 sequins, achetez des chameaux et ne voyagez plus. » Nous allâmes dîner en sortant de la citadelle, et le soir du même jour, nous nous transportâmes au stade de l'autre côté de l'Ilissus. Ce stade conserve parfaitement sa forme. On n'y voit plus les gradins de marbre dont l'avait décoré Hérode Atticus. Quant à l'Ilissus, il est sans eau. Chandler sort à cette occasion de sa modération naturelle, et se récrie contre les poètes qui donnent à l'Ilissus une onde limpide et bordent son cours de saules touffus. À travers son humeur, on voit qu'il a envie d'attaquer un dessin de leur roi, dessin qui représente un point de vue sur l'Ilissus. Je suis comme le docteur Chandler. Je déteste les descriptions qui manquent de vérité, et quand un ruisseau est sans eau, je veux qu'on me le dise. On verra que je n'ai point embelli les rives du Jourdain, ni transformé cette rivière en un grand fleuve. J'étais là, cependant, bien à mon aise pour mentir. Tous les voyageurs de l'écriture même auraient justifié les descriptions les plus pompeuses. Mais Chandler a poussé l'humeur trop loin. Voici un fait curieux que je tiens de M. Fauvel. Pour peu que l'on creuse dans le lit de l'Ilissus, on trouve l'eau à une très petite profondeur. Cela est si bien connu des paysannes albanaises qu'elles font un trou dans la grève du ravin quand elles veulent laver du linge et sur le champ, elles ont de l'eau. Il est donc très probable que le lit de l'Ilissus s'est peu à peu encombré des pierres et des graviers descendus des montagnes voisines et que l'eau coule à présent entre deux sables. En voilà bien assez pour justifier ces pauvres poètes qui ont le sort de Cassandre. En vain ils chantent la vérité, personne ne les croit. S'ils se contentaient de le dire,
ils seraient peut-être plus heureux. Ils sont d'ailleurs appuyés ici par le témoignage de l'histoire qui met de l'eau dans l'Ilissus. Et pourquoi cet Ilissus aurait-il un pont s'il n'avait jamais d'eau, même en hiver? L'Amérique m'a un peu gâté sur le compte des fleuves, mais je ne pouvais m'empêcher de venger l'honneur de cet Ilissus qui a donné un surnom aux Muses et au bord duquel Borée enleva Orithyle. En revenant de l'Ilissus, M. Fauvel me fit passer sur des terrains vagues, où l'on doit chercher l'emplacement du lycée. Nous vînmes ensuite aux grandes colonnes isolées placées dans le quartier de la ville qu'on appelait la Nouvelle Athènes ou l'Athènes de l'empereur Adrien. Spon veut que ces colonnes soient les restes du portique des 120 colonnes, et Chandler présume qu'elles appartenaient au temple de Jupiter olympien. Monsieur le Chevalier et les autres voyageurs en ont parlé. Elles sont bien représentées dans les différentes vues d'Athènes et surtout dans l'ouvrage de Stuart qui a rétabli l'édifice entier d'après les ruines. Sur une portion d'architrave qui unit encore 2 de ces colonnes, on remarque une masure, jadis la demeure d'un ermite. Il est impossible de comprendre comment cette masure a pu être bâtie sur le chapiteau de ces prodigieuses colonnes, dont la hauteur est peut-être de plus de 60 pieds. Ainsi ce vaste temple, auquel les Athéniens travaillèrent pendant 7 siècles, que tous les rois de l'Asie voulurent achever, qu'Adrien, maître du monde, eut seul la gloire de finir, ce temple a succombé sous l'effort du temps, et la cellule d'un solitaire demeurait debout sur ses débris. Une misérable loge de plâtre est portée dans les airs par 2 colonnes de marbre, comme si la fortune avait voulu exposer à tous les yeux, sur ce magnifique piédestal, un monument de ses triomphes et de ses caprices. Ces colonnes, quoique beaucoup plus hautes que celles du Parthénon, sont bien loin d'en avoir la beauté. La dégénération de l'art s'y fait sentir, mais, comme elles sont isolées et dispersées sur un terrain nu, elles font un effet surprenant. Je me suis arrêté à leurs pieds pour entendre le vent siffler autour de leur tête. Elles ressemblent à ces palmiers solitaires que l'on voit çà et là parmi les ruines d'Alexandrie. Lorsque les Turcs sont menacés de quelque calamité, ils amènent un agneau dans ce lieu et le contraignent à bêler, en lui dressant la tête vers le ciel. Ne pouvant trouver la voie de l'innocence parmi les hommes, ils ont recours au nouveau-né de la brebis pour fléchir la colère céleste. Nous rentrâmes dans Athènes par le portique où se lit l'inscription si connue « C'est ici la ville d'Adrien et non pas la ville de Thésée ». Nous allâmes rendre à M. Roch la visite qu'il m'avait faite et nous passâmes la soirée chez lui. J'y vis quelques femmes. Les lecteurs qui seraient curieux de connaître l'habillement, les mœurs et les usages des femmes turques, grecques et albanaises à Athènes peuvent lire le 26e chapitre du Voyage en Grèce de Chandler. S'il n'était pas si long, je l'aurais transcrit ici tout entier. Je dois dire seulement que les Athéniennes m'ont paru moins grandes et moins belles que les Moraïtes. L'usage, où elles sont de se peindre le tour des yeux en bleu et le bout des doigts en rouge, est désagréable pour un étranger. Mais comme j'avais vu des femmes avec des perles au nez, que les Iroquois trouvaient cela très galant, et que j'étais tenté moi-même d'aimer assez cette mode, il ne faut pas disputer des goûts. Les femmes d'Athènes ne furent, au reste, jamais très renommées pour leur beauté. On leur reprochait d'aimer le vin. La preuve que leur empire n'avait pas beaucoup de puissance, c'est que presque tous les hommes célèbres d'Athènes furent attachés à des étrangères. Périclès, Sophocle, Socrate, Aristote et même le divin Platon. Le 25, nous montâmes à cheval de grand matin. Nous sortîmes de la ville et prîmes la route de Phalère. En approchant de la mer, le terrain s'élève et se termine par des hauteurs dont les sinuosités forment au levant et au couchant les ports de Phalère, de Munichie et du Pirée. Nous découvrîmes sur les dunes de Phalère les racines des murs qui enfermaient le port et d'autres ruines absolument dégradées. C'étaient peut-être celles des temples de Junon et de Cérès. Aristide
avait son petit champ et son taubon près de ce lieu. Nous descendîmes au port. C'est un bassin rond où la mer repose sur un sable fin. Il pourrait contenir une 50aine de bateaux. C'était tout juste le nombre que Ménesté conduisit à Troie. To damma penteconta melanai nes et ponto. Il était suivi de 50 noirs vaisseaux. Thésée partit aussi de Phalère pour aller en Crète. Pourquoi, trop jeune encore, ne pûtes-vous en lors entrer dans le vaisseau qui le mit sur nos bords? Par vous aurait péri le monstre de la Crète, etc. Ce ne sont pas toujours de grands vaisseaux et de grands ports qui donnent l'immortalité. Homère et Racine ne laisseront point mourir le nom d'une petite anse et d'une petite barque. Du port de Phalère, nous arrivâmes au port de Munichie. Celui-ci est de forme ovale et un peu plus grand que le premier. Enfin, nous tournâmes l'extrémité d'une colline rocailleuse et, marchant de cap en cap, nous avançâmes vers le Pirée. M. Fauvel m'arrêta dans la courbure que fait une langue de terre pour me montrer un sépulcre creusé dans le roc. Il n'a plus de voûte et il est au niveau de la mer. Les flots, par leur mouvement régulier, le couvrent et le découvrent, et il se remplit et se vide tour à tour. À quelques pas de là, on voit sur le rivage les débris d'un monument. Monsieur Fauvel veut retrouver ici l'endroit où les os de Thémistocle avaient été déposés. On lui conteste cette intéressante découverte. On lui objecte que les débris dispersés dans le voisinage sont trop beaux pour être les restes du tombeau de Thémistocle. En effet, selon Diodore le géographe, cité par Plutarque, ce tombeau n'était qu'un autel. L'objection est peu solide. Pourquoi veut-on faire entrer dans la question primitive une question étrangère à l'objet dont il s'agit ? Les ruines de marbre blanc, dont on se plaît à faire une difficulté, ne peuvent-elles pas avoir appartenu à un sépulcre tout différent de celui de Thémistocle? Pourquoi, lorsque les haines furent apaisées, les descendants de Thémistocle n'auraient-ils pas décoré le tombeau de leur illustre aïeul, qu'ils avaient d'abord enterré modestement ou même secrètement, comme le dit Thucydide? Ne consacrèrent-ils pas un tableau qui représentait l'histoire de ce grand homme? Et ce tableau du temps de Pausanias ne se voyait-il pas publiquement au Parthénon? Thémistocle avait de plus une statue au Prytanée. L'endroit où M. Fauvel a trouvé ce tombeau est précisément le cap Alcime. Et j'en vais donner une preuve plus forte que celle de la tranquillité de l'eau dans cet endroit. Il y a faute dans Plutarque. Il faut lire Alimus, au lieu d'Alcime, selon la remarque de Meursius, rappelée par Dacier. Alimus était un démos, ou un bourg de l'Attique de la tribu de Léontide, situé à l'orient du Pirée. Or, les ruines de ce bourg sont encore visibles dans le voisinage du tombeau dont nous parlons. Pausanias est assez confus dans ce qu'il dit de la position de ce tombeau. Mais Diodore, périégite, est très clair. Et les vers de Platon, le comique, rapporté par ce Diodore, désignent absolument le lieu et le sépulcre trouvés par M. Fauvel. Placé dans un lieu découvert, ton sépulcre est salué par les mariniers qui entrent au port ou qui en sortent. Et s'il se donne quelque combat naval, tu seras témoin du choc des vaisseaux. Si Chandler fut étonné de la solitude du Pirée, je puis assurer que je n'en ai pas moins été frappé que lui. Nous avions fait le tour d'une côte déserte. 3 ports s'étaient présentés à nous, et, dans ces 3 ports, nous n'avions pas aperçu une seule barque. Pour tout spectacle, des ruines, des rochers et la mer. Pour tout bruit, le cri des alcyons. Et le murmure des vagues qui, se brisant dans le tombeau de Thémistocle, faisait sortir un éternel gémissement de la demeure de l'éternel silence. Emportés par les flots, les cendres du vainqueur de Xerxès reposaient au fond de ces mêmes flots, confondus avec les eaux des Perses.
En vain, je cherchais des yeux le temple de Vénus, la longue galerie et la statue symbolique qui représentait le peuple d'Athènes. L'image de ce peuple inexorable était à jamais tombée près du puits où les citoyens exilés venaient inutilement réclamer leur patrie. Au lieu de ces superbes arsenaux, de ces portiques où l'on retirait les galères, de ces agorailles retentissant de la voix des matelots, au lieu de ces édifices qui représentaient dans leur ensemble l'aspect et la beauté de la ville de Rhodes, je n'apercevais qu'un couvent délabré et un magasin. Triste sentinelle au rivage, et modèle d'une patience stupide, c'est là qu'un douanier turc est assis toute l'année dans une méchante baraque de bois. Des mois entiers s'écoulent sans qu'il voie arriver un bateau. Tel est le déplorable état où se trouvent aujourd'hui ces ports si fameux. Qui peut avoir détruit tant de monuments des dieux et des hommes? Cette force cachée qui renverse tout, qui est elle-même soumise au Dieu inconnu dont saint Paul avait vu l'autel à Phalère. Agnosto Théo, Deo Gnoto. Le port du Pirée décrit un arc dont les deux pointes, en se rapprochant, ne laissent qu'un étroit passage. Il se nomme aujourd'hui le port Lion, à cause d'un lion de marbre qu'on y voit autrefois et que Morosini fit transporter à Venise en 1686. Trois bassins, le Cantar, l'Aphrodise et le Zéa, divisaient le port intérieurement. On voit encore une darse à moitié comblée qui pourrait bien avoir été l'Aphrodise. Strabon affirme que le grand port des Athéniens était capable de contenir 400 vaisseaux, et Pline en porte le nombre jusqu'à 1000. Une cinquantaine de nos barques le rempliraient tout entier. Je ne sais si deux frégates y seraient à l'aise, surtout à présent que l'on mouille sur une grande longueur de câble, et l'eau est profonde. La tenue bonne et le Pirée, entre les mains d'une nation civilisée, pourrait devenir un port considérable. Au reste, le seul magasin que l'on y voit aujourd'hui est d'origine française. Il a, je crois, été bâti par M. Gaspari, ancien consul de France à Athènes. Ainsi, il n'y a pas bien longtemps que les Athéniens étaient représentés au Pirée par le peuple qui leur ressemble le plus. Après nous être reposés un moment à la douane et au monastère Saint-Spiridion, nous retournâmes à Athènes en suivant le chemin du Pirée. Nous vîmes partout des restes de sa longue muraille. Nous passâmes au tombeau de l'Amazone Antiope que M. Fauvel a fouillé. Il a rendu compte de cette fouille dans ses mémoires. Nous marchions au travers de vignes basses comme en Bourgogne et dont le raisin commençait à rougir. Nous arrêtâmes aux citernes publiques sous des oliviers. J'eus le chagrin de voir que le tombeau de Ménandre, le cénotaphe d'Euripide et le petit temple dédié à Socrate n'existaient plus. Du moins, ils n'ont point encore été retrouvés. Nous continuâmes notre route, et en nous approchant du musée, M. Fauvel me fit remarquer un sentier qui montait en tournant sur le flanc de cette colline. Il me dit que ce sentier avait été tracé par le peintre russe qui tous les jours allait prendre au même endroit des vues d'Athènes. Si le génie n'est que la patience, comme l'a prétendu Buffon, ce peintre doit en avoir beaucoup. Il y a à peu près 4000 d'Athènes à Phalère, 3 ou 4000 de Phalère au Pirée, en suivant les sinuosités de la côte, et 5000 du Pirée à Athènes. Ainsi, à notre retour dans cette ville, nous avions fait environ 12 000 ou 4 lieues. Comme les chevaux étaient loués pour toute la journée, nous nous hâtâmes de dîner, et nous recommençâmes nos courses à 4 heures du soir. Nous sortîmes d'Athènes par le côté du mont Hymette. Mon hôte me conduisit au village d'Angelokippus, où il croit avoir retrouvé le temple de la Vénus au jardin, par les raisons qu'il en donne dans ses mémoires. L'opinion de Chandler, qui place ce temple à Panagia Spiliotissa, est déjà très probable, et elle a pour elle l'autorité d'une inscription. Mais M. Fauvel produit, en faveur de son sentiment, 2 vieux myrtes et de jolis débris d'ordre ionique. Cela répond à bien des objections.
Voilà comment nous sommes, nous autres amateurs de l'antique. Nous faisons preuve de tout. Après avoir vu les curiosités d'Angelo qui pousse, nous tournâmes droit au couchant, et passant entre Athènes et le mont en Kesme, nous entrâmes dans le grand bois d'oliviers. Il n'y a point de ruine de ce côté, et nous ne faisions plus qu'une agréable promenade dans les souvenirs d'Athènes. Nous trouvâmes le Céphise, que j'avais déjà salué plus bas en arrivant d'Éleusis. À cette hauteur, il y avait de l'eau. Mais cette eau, je suis fâché de le dire, était un peu bourbeuse. Elle sert à arroser des vergers et suffit pour entretenir sur ses bords une fraîcheur trop rare en Grèce. Nous revînmes ensuite sur nos pas, toujours à travers la forêt d'oliviers. Nous laissâmes à droite un petit tertre couvert de rochers. C'était Colonne, au bas duquel on voyait autrefois le village de la retraite de Sophocle et le lieu où ce grand tragique fit répandre au père d'Antigone ses dernières larmes. Nous suivîmes quelque temps la voie d'Airain. On y remarque les vestiges du temple des Furies. De là, en nous rapprochant d'Athènes, nous errâmes assez longtemps dans les environs de l'Académie. Rien ne fait plus reconnaître cette retraite des sages. Ces premiers platanes sont tombés sous l'âge de Sylla, et ceux qu'Adrien y fit peut-être cultiver de nouveau n'ont point échappé à d'autres barbares. L'autel de l'amour, celui de Prométhée et celui des Muses ont disparu. Tout feu divin s'est éteint dans les bocages où Platon fut si souvent inspiré. 2 traits suffiront pour faire connaître quel charme et quelle grandeur l'Antiquité trouvait aux leçons de ce philosophe. La veille du jour où Socrate reçut Platon au nombre de ses disciples, il rêva qu'un cygne venant se reposer dans son sein. La mort ayant empêché Platon de finir le Critias, Plutarque déplore ce malheur et compare les écrits du chef de l'Académie au temple d'Athènes, parmi lesquels celui de Jupiter Olympien était le seul qui ne fut pas achevé. Il y avait déjà 1 heure qu'il faisait nuit, quand nous songeâmes à retourner à Athènes. Le ciel était brillant d'étoiles, et l'air d'une douceur, d'une transparence et d'une pureté incomparables. Nos chevaux allaient au petit pas et nous étions tombés dans le silence. Le chemin que nous parcourions était vraisemblablement l'ancien chemin de l'Académie, que bordaient les tombeaux des citoyens morts pour la patrie et ceux des plus grands hommes de la Grèce. Là reposaient Thrasybule, Périclès, Chabrias, Timothée, Harmodius et Aristogiton. Ce fut une noble idée de rassembler dans un même champ la cendre de ces personnages fameux qui vécurent dans différents siècles et qui, comme les membres d'une famille illustre longtemps dispersée, étaient venus se reposer au giron de leur mère commune. Quelle variété de génie, de grandeur et de courage! Quelle diversité de mœurs et de vertus on observait là d'un coup d'œil! Et ces vertus tempérées par la mort, comme ces vins généreux que l'on mêle, dit Platon, avec une divinité sobre, n'offusquaient plus les regards des vivants. Le passant qui lisait sur une colonne funèbre ces simples mots, Périclès de la tribu Acamantide, du bourg de Colargue, n'éprouvait plus que de l'admiration sans envie. Cicéron nous représente Atticus errant au milieu de ces tombeaux et saisi d'un saint respect à la vue de ces augustes cendres. Il ne pourrait plus aujourd'hui nous faire la même peinture. Les tombeaux sont détruits. Les illustres morts que les Athéniens avaient placés hors de leur ville, comme aux avant-postes, ne se sont point levés pour la défendre. Ils ont souffert que des Tartares la foulassent aux pieds. Le temps, la violence et la charrue, dit Chandler, ont tout nivelé. La charrue est de trop ici. Et cette remarque que je fais peint mieux la désolation de la Grèce que les réflexions auxquelles je pourrais me livrer. Il me reste encore à voir dans Athènes les théâtres et les monuments de l'intérieur de la ville. C'est à quoi je consacrai la journée du 26. J'ai déjà dit, et tout le monde sait, que le théâtre de Bacchus était au pied de la citadelle, du côté du mont Hymette. L'Odéum, commencé par Périclès, achevé par Lycurgue, fille de Lycophron, brûlé par Aristion, et par Sylla, rétabli par Ariobarzane, était auprès du théâtre de Bacchus. Il se communiquait peut-être par un portique.
Il est probable qu'il existait au même lieu un troisième théâtre bâti par Hérode Atticus. Les gradins de ces théâtres étaient appuyés sur le talus de la montagne qui leur servait de fondement. Il y a quelques contestations au sujet de ces monuments, et Stuart trouve le théâtre de Bacchus où Chandler voit l'Odéum. Les ruines de ces théâtres sont peu de choses. Je n'en fus point frappé, parce que j'avais vu en Italie des monuments de cette espèce beaucoup plus vastes et mieux conservés. Mais je fis une réflexion bien triste. Sous les empereurs romains, dans un temps où Athènes était encore l'école du monde, les gladiateurs représentaient leurs jeux sanglants sur le théâtre de Bacchus. Les chefs-d'œuvre d'Échille, de Sophocle et d'Euripide ne se jouaient plus. On avait substitué des assassinats et des meurtres à ces spectacles qui donnent une grande idée de l'esprit humain et qui sont le noble amusement des nations policées. Les Athéniens couraient à ces cruautés avec la même ardeur qu'ils avaient couru aux Dionysiaques. Un peuple qui s'était élevé si haut, pouvait-il descendre si bas? Qu'était donc devenu cet autel de la pitié que l'on voyait au milieu de la place publique à Athènes et auquel les suppliants venaient suspendre des bandelettes? Si les Athéniens étaient les seuls Grecs qui, selon Pausanias, honorassent la pitié et la regardassent comme la consolation de la vie, ils avaient donc bien changé. Certes, ce n'était pas pour des combats de gladiateurs qu'Athènes avait été nommée le sacré domicile des dieux. Peut-être les peuples, ainsi que les hommes, sont-ils cruels dans leur décrépitude comme dans leur enfance. Peut-être le génie des nations s'épuise-t-il. Et quand il a tout produit, tout parcouru, tout goûté, rassasié de ses propres chefs-d'œuvre, et incapable d'en produire de nouveaux, il s'abrutit et retourne aux sensations purement physiques. Le christianisme empêchera les nations modernes de finir par une aussi déplorable vieillesse. Mais, si toute religion venait à s'éteindre parmi nous, je ne serais point étonné qu'on entendît les cris du gladiateur mourant sur la scène, où retentissent aujourd'hui les douleurs de Phèdre et d'Andromaque. Après avoir visité les théâtres, nous rentrâmes dans la ville, où nous jetâmes un coup d'œil sur le portique qui formait peut-être l'entrée de l'agora. Nous nous arrêtâmes à la tour des vents dont Pausanias n'a point parlé, mais que Vitruve et Varron ont fait connaître. Spon en donne tous les détails, avec l'explication des vents. Le monument entier a été décrit par Stuart dans ses Antiquités d'Athènes. François Giambetti l'avait déjà dessiné en 1465, époque de la Renaissance des arts en Italie. On croyait du temps du père Babin, en 1672, que cette tour des vents était le tombeau de Socrate. Je passe sous silence quelques ruines d'ordre corinthien que l'on prend pour le Pécile, pour les restes du temple de Jupiter olympien, pour le Prytanée, et qui, peut-être, n'appartiennent à aucun de ces édifices. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'elles ne sont pas du temps de Périclès. On y sent la grandeur, mais aussi l'infériorité romaine. Tout ce que les empereurs ont touché à Athènes se reconnaît au premier coup d'œil et forme une disparate sensible avec les chefs-d'œuvre du siècle de Périclès. Enfin, nous allâmes au couvent français rendre à l'unique religieux qui l'occupe la visite qu'il m'avait faite. J'ai déjà dit que le couvent de nos missionnaires comprend dans ses dépendances le monument choragique de Lysicrate. Ce fut à ce dernier monument que j'achevai de payer mon tribut d'admiration aux ruines d'Athènes. Cette élégante production du génie des Grecs fut connue des premiers voyageurs sous le nom de Phanari tou Démosthenis. Dans la maison qu'ont achetée depuis peu les pères capucins, dit le jésuite Babin, et qui, depuis le temps de Démosthène, est demeurée en son entier. On l'appelle ordinairement la lanterne de Démosthène. On a reconnu depuis, Spon le premier, que c'est un monument choragique, élevé par Lysicrate dans la rue des Trépieds. Monsieur Legrand exposa le modèle en terre cuite dans la cour du Louvre il y a quelques années. Ce modèle était fort ressemblant. Seulement l'architecte, pour donner sans doute plus d'élégance à son travail, avait supprimé le mur circulaire qui remplit les entrecolonnes dans le monument original. Certainement, ce n'est pas un des jeux les moins étonnants de la fortune que d'avoir logé un capucin dans le moment choragique des Lysicrates. Mais ce qui,
au premier coup d'œil peut paraître bizarre, devient touchant, respectable quand on pense aux heureux effets de nos missions, quand on songe qu'un religieux français donnait à Athènes l'hospitalité à Chandler, tandis qu'un autre religieux français secourait d'autres voyageurs à la Chine, au Canada, dans les déserts de l'Afrique et de la Tartarie. Les Francs à Athènes, dit Spon, n'ont que la chapelle des Capucins qui est au Farnari, tout des Mosthenis. Il n'y avait, lorsque nous étions à Athènes, que le père Séraphin, très honnête homme, à qui un Turc de la garnison prit un jour sa ceinture de corde, soit par malice, soit par un effet de débauche, ayant rencontré sur le chemin de Port-Lyon, d'où il revenait seul, de voir quelques Français d'une tartane qui jetaient à l'ancre. Les pères jésuites étaient à Athènes avant les Capucins et n'en ont jamais été chassés. Ils ne se sont retirés à Négrepont que parce qu'ils y ont trouvé plus d'occupation et qu'il y a plus de Francs qu'à Athènes. Leur hospice était presque à l'extrémité de la ville, du côté de la maison de l'archevêque. Pour ce qui est des Capucins, ils sont établis à Athènes depuis l'année 1658 et le père Simon acheta le Farnari et la maison joignante en 1669, y ayant eu d'autres religieux de son ordre avant lui dans la ville.